Ça concerne des mesures qui ont été annoncées après le sommet social du 18 janvier par le président de la République pour les Français les plus touchés par la crise. Mais au fond, c'est une forme de communication gouvernementale qui est entrée dans les mœurs depuis déjà très très longtemps. Que le gouvernement communique, y compris par de l'achat d'espace publicitaire, il est un annonceur. À la fois pour modifier les comportements dans le sens de l'intérêt général, campagne de sécurité routière, campagne de santé, campagne sur l'environnement, et à la fois pour faire connaître des réformes ou des mesures qu'il prend. D'abord, c'est quelque chose qui se fait tout le temps, et je voudrais attirer votre attention sur le fait que le débat entre ce que certains appellent des campagnes d'intérêt général et des campagnes plus politiques, dans mon esprit, est absolument absurde. Ce sont des politiques publiques légitimes, mises en œuvre par un élu du suffrage universel et ceux qu'il nomme, et il faut les faire connaître à l'opinion de la même manière qu'il y ait de la communication comportementale ou que ce soit de l'information de service. Et j'ai fait cette campagne dans la presse écrite pour trois raisons. La première raison, c'est qu'elle était attendue par les Français. C'est-à-dire dans le baromètre de la communication gouvernementale que je n'ai pas inventé et qui existe depuis bien mes prédécesseurs de toutes les couleurs et de tous les bords politiques, les deux thèmes qui arrivent en tête, c'est le plan de relance et les mesures après le sommet social. Et on peut les comprendre. C'est lié à la crise. Ils ont autant besoin qu'on les informe sur ces mesures que de continuer les actions comportementales dont je parlais tout à l'heure. Et donc la première raison, c'est répondre à l'attente des Français. Et puis la troisième raison, je l'ai fait dans la presse, parce que j'applique les instructions du président de la République, qu'il a annoncé lors des états généraux de la presse que nous allions doubler nos investissements publicitaires dans la presse écrite. Et donc, évidemment, je dois donner l'exemple, et je l'ai fait dans la presse, à la fois parce qu'elle est informative, et à la fois parce que ça me permet de donner l'exemple pour l'ensemble des ministères et des établissements publics, de manière à donner ce coup de pouce à la presse écrite en ayant en même temps un impact assez fort sur la campagne. Alors, je l'ai lancé le jour de la mobilisation sociale, parce que j'ai pensé que c'était bien d'être dans l'actualité et de lancer une campagne en faveur des publics les plus touchés par la crise au moment où manifestaient des gens qui l'étaient probablement pour une majorité d'entre eux, un peu moins pour des raisons qui tiennent à leur statut. Tout ça n'a rien d'ailleurs de choquant. J'étais le responsable, on était deux en fait, responsable de la cellule de crise nationale. Et quand la région, la gare Saint-Lazare nous dit nous ne pourrons plus faire circuler de train puisque les conducteurs qui arrivent avec leurs voyageurs, au lieu de repartir au dépôt, laisser le train et aller en grève, laissent le train à gare Saint-Lazare et donc plus de train pourra rentrer. Quand vous savez ça, vous savez que plus aucun train va rentrer, mais plus aucun train ne va repartir. Et donc à ce moment-là, vous vous dites que les voyageurs vont venir en gare, vont voir des trains qui ne pourront pas partir, et vont devenir hystériques. Et objectivement hystériques et légitimement hystériques. Donc il y a immédiatement un problème de sécurité qui se pose. On regarde si on peut faire quelque chose. On évalue le nombre de cadres qui pourraient faire sortir les trains, repartir les trains, les non-grévistes. Et à un moment, on se dit, de toute façon, c'est foiré. Et donc on est dans la situation dans laquelle il faut être totalement raisonnable. C'est-à-dire que si on laisse la gare ouverte, les gens vont venir, vont s'entasser, vont s'énerver, vont se bousculer, probablement agresser des agents. Et donc on a une situation qui est une situation impossible, intenable, et qu'à ce moment-là, il y a une seule chose à faire, c'est de fermer la gare. Et quand, une fois que vous avez dit « oui, on ferme la gare », vous dites « et maintenant, ça commence ». C'est-à-dire, et maintenant, ça commence pour deux types de raisons. C'est ceux qui sont venus le matin vont repartir le soir. Et ils vont se trouver devant une gare fermée. Et ils doivent rentrer chez eux, et loin. Et donc l'équipe entière commence par travailler entièrement sur une seule question, c'est comment on fait repartir les gens chez eux. Et donc il y a des dizaines de personnes qui montent des dispositifs que l'on surveille constamment pour savoir si ça peut passer, si ça peut tenir. La deuxième opération, c'est les gens qui vont venir à Gare Saint-Lazare, qui n'ont pas entendu à la radio qu'il y a une gare fermée, vont découvrir la situation.
Et donc on va essayer de faire en sorte qu'ils ne stationnent pas devant la gare. Et en fait, je peux vous dire que je suis moi très fier d'un point. C'est qu'il n'y a pas eu d'attroupement devant la gare Saint-Lazare le soir. C'est-à-dire qu'on a été capable de faire que les gens aient compris, pour ceux qui étaient déjà dans le métro, que la gare était fermée. Et pour ceux qui arrivaient dans la gare, on leur distribuait des documents qui leur permettaient d'aller chacun vers le dispositif, les voies de détournement qu'on leur proposait. Et il n'y a donc pas eu d'attroupement, à part légitimement 1000 personnes en moyenne à ce moment-là. 1000 personnes, quand on sait que la gare Saint-Lazare délivre 200 000 personnes. On sait qu'on va au-devant d'un désastre, entre guillemets, d'image. Mais enfin, pire désastre, ça serait des agressions, des morts. Hein. En tout cas des blessés, etc. Et alors c'est vrai qu'après il faut gérer les images qu'on va voir, je pense, pendant des années de la gare fermée, de la grille, etc. Mais voilà, il y a d'abord le fond avant de traiter la réputation. Hein.